Le détenu qui a tué Adeline avait donc pu se procurer un couteau inter à cran d'arrêt, un couteau extrêmement dangereux. Comment est-ce possible? On connaissait ses antécédents. Qui a décidé qu'il pouvait sortir seul avec une femme sans protection? Ces questions tournent en boucle depuis la mort d'Adeline. Alors, dans ce deuxième chapitre, Éric Bello et Béatrice Guelpa ont tenté d'approcher la réalité du travail à la pâquerette. Avant son arrestation, cet homme, condamné à 20 ans pour 2 viols, purgeait sa peine à la pâquerette. Comment fonctionnait cette unité, située au 4e étage de la prison de Chandelon? Quelles sont les dérives qui ont conduit au drame? Pour préparer à la réinsertion de ces détenus dangereux, la pâquerette appuie son travail sur une méthode mise en place en 1986, la sociothérapie. Un système qui a fait ses preuves. C'est une thérapie qui est apportée plutôt par le groupe, par la société. On part du principe que, à travers le groupe, la personne qui a, par exemple, un trouble du comportement va pouvoir tranquillement s'améliorer. Une détention sur mesure, où les 11 prisonniers discutent, circulent librement durant la journée. Ici, on parle de pensionnaires, pas de détenus. L'homme qui a avoué avoir tué Adeline a été admis à la pâquerette le 29 août 2012. Un an plus tard, lorsque les policiers genevois perquisitionnent sa cellule après le crime, voici à quoi elle ressemble. Voici ce qu'ils y trouvent. Des plans, des cartes routières, une clé USB avec des clips de Lady Gaga, des CV, des documents. Ce livre, La psychologie pour les nuls, annoté avec des passages soulignés. Plusieurs dizaines de films porno dans son ordinateur. Et puis, une carte de l'Europe épinglée sur le mur, avec cet itinéraire précis de Zurich à Dublin. Au cours de cette enquête, nous avons rencontré plusieurs gardiens. Marc, agent de détention pendant 3 ans à la pâquerette, a accepté de témoigner à visage découvert. Bouleversé par le drame, il raconte les conditions de travail particulières de cette unité. Faire une fouille correcte demande vraiment à ce qu'on fouille partout, dans tout, qu'on contrôle tout, et là, on n'arrivait pas. C'était pas possible. Vu que tout était autorisé, parce qu'ils avaient... Tout était OK par rapport à la direction avec ce qu'ils avaient en cellule, les fouilles étaient extrêmement minimalisées. Entrer dans la cellule 468, c'est plonger dans l'univers d'un tueur. Instable, chaotique, disparate, fait de passions successives, il passe des Amish à l'islam, de la pop au hard rock. Il se prend de passion pour le docteur Letter et Hannibal Letter. Enfin, en tout cas, il se prend de passion pour le Seigneur des Agneaux, Dragon Rouge. Voire il s'identifie même presque au tueur, quoi, dans ces films-là. Il se prend de passion pour ces films. Entre-temps, il a une passion pour Lady Gaga. Il y a Lady Gaga partout. Alors là, il passait d'une idée à l'autre. Open your eyes. No, I am the dragon. Give me what I need. J'ai souvent eu ce sentiment de peur, surtout quand il piquait des colères ou qu'il était fâché. Oui, j'ai eu ce sentiment de peur. Il regardait beaucoup de vidéos où il retrouvait ces scénarios pervers. Et voilà, et c'est pas parce qu'on les regarde qu'on va pas les mettre, les réaliser. Je crois qu'il était là à essayer de réaliser cette vie fantasmatique d'une extrême violence, où l'autre n'existe pas. L'expert psychiatre avait dit cet homme est manifestement dangereux et le dit. Il le disait lui-même qu'il était dangereux. L'expertise en 2002. Dangereux pour autrui. Liliane Daligan, psychiatre, experte auprès des tribunaux à Lyon, le connaît bien. En 2002, elle avait examiné une de ses précédentes victimes. En 2011, une nouvelle expertise, suisse cette fois, n'est guère plus optimiste sur ses chances de guérison. Si nous ne sommes pas en présence d'un expertisé présentant une psychopathie,
il n'en demeure pas moins que le risque de récidive reste modéré et présent. 45%, pour moi, il avait un risque sur 2 ou 50% de risque de récidiver, ce qui pour moi est déjà énorme. On va dire que c'était un risque modéré. Quand on sait que le viol est souvent une recherche de l'annulation de l'autre, donc de la mort de l'autre, cette volonté de toute puissance et de domination qui était la sienne pouvait en effet aller jusqu'à la mort. Elle était là en filigrane pour moi. La pulsion meurtrière est toujours là chez le violeur, surtout le violeur à répétition qui quand même attachait, prenait un couteau. Enfin, il avait promené son couteau sur tout le corps de la victime que j'ai expertisé. Alors pourquoi l'a-t-on laissé sortir? Premier constat, cette sortie n'aurait jamais dû être autorisée. C'est ce que pose d'emblée le rapport de Bernard Stiegler, mandaté par le gouvernement genevois. Le 9 octobre, moins d'un mois après le drame, il déclare devant une salle comble: l'autorité d'exécution des peines ne pouvait pas autoriser les sorties accompagnées qui ont été programmées sur la base du dossier qui était en sa possession au moment où le service concerné a pris sa décision. Cette sortie était donc illégale. Voici comment elle a été préparée. Le 19 avril 2013, la directrice de la pâquerette demande au service d'exécution des peines et mesures, le SAPEM, une autorisation de sortie pour qu'il puisse faire une thérapie équestre. Le 25 juin, son médecin traitant approuve. Cette activité pourrait l'aider à canaliser son énergie. C'est sur cette base que le SAPEM donne son feu vert, le 5 juillet. Le problème, ces services ont oublié que le détenu doit être soumis à une nouvelle expertise et passer devant la commission de la dangerosité avant toute chose. Mais ce n'est pas tout. Des signaux auraient dû alerter à l'interne pendant l'été. Le 14 août, le détenu s'énerve, se gifle et piétine ses lunettes. Le condamné en question a pratiquement agressé presque physiquement une des sociothérapeutes qui a pris peur. Son psychiatre n'a pas été averti. La décision de sortie n'a pas été remise en cause. Alors qu'il y a un deuxième signal, qui vient cette fois des détenus eux-mêmes. Toujours dans la discussion de ce cas, apparaît une déclaration faite par un co-détenu, confirmée d'ailleurs par un autre co-détenu, qui disent, de toute façon, si le condamné en question, il sort, il ne va pas revenir. Il va en profiter pour prendre la poudre d'escampette, il va s'évader. Après coup, oui, il y a eu des signaux d'alarme. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a juste pas les bonnes lunettes. On ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Tout simplement parce qu'il y a pire à côté. Il y avait d'autres détenus qui étaient plus menaçants, plus réfractaires, qui pouvaient même insulter, qui pouvaient même déborder, voire menacer, et qui pouvaient continuer à sortir. Ils pouvaient passer inaperçus, parce qu'un certain nombre de pervers peuvent passer inaperçus. Il y a une manière d'être, de faire croire que tout va bien, c'est calme, voilà. Maintenant, je raconte des histoires où il n'y a plus de violence, où je dis moins mes fantasmes, et on peut en effet croire que la dangerosité s'est amoindrie et même modérée. Ce détenu a sans doute manipulé le personnel de la pâquerette. Mais ce que cette affaire révèle, ce sont surtout les dérives de cette institution. Le glissement vers toujours plus de droits pour les prisonniers. Et pour commencer, un accès quasi illimité à Internet. Au début, Internet a été ouvert simplement pour qu'ils puissent aller sur des sites liés à leur formation. Petit à petit, ça s'est ouvert à tout. C'est vrai qu'il y avait des agents de détention et même des sociothérapeutes qui disaient qu'on prenait des risques, qu'on avait un visuel sur l'écran, mais que quand ils mettaient des clés, etc., on ne contrôlait pas ce qui se passait. Et là, on avait des personnes qui étaient douées en informatique, notamment dans nos détenus. Donc, face à ces craintes, on nous renvoyait qu'il ne fallait pas qu'on soit paranoïaque et un couteau ne sortira pas de l'écran de l'ordinateur, qu'il n'y aura pas une arme qui va tout d'un coup surgir comme ça de l'écran. Les notes internes de la pâquerette soulignent pourtant à plusieurs reprises les penchants abusifs du détenu pour Internet. Malgré cela, voici le genre de page qu'il consultait. Il a aussi été au moins 4 fois sur le site de ce magasin. Un sociothérapeute à côté de lui, il a pu commander un couteau muni d'un cure-pied. Cependant,
10 jours avant le drame, il a modifié sa commande pour un Hunter XS sans que la direction ne le sache. C'est un permis de tuer pour moi, puisque c'est toujours avec les couteaux qu'il avait commis ses viols antérieurs. Il lui fallait cette arme qu'il savait menacer, à dessiner sur le corps. Et là, lui permettre d'aller acheter un couteau, c'était un permis de tuer, c'est sûr pour moi. Pour Jean-Pierre Restellini, ancien médecin-chef de la prison de Chandelon, spécialiste du monde carcéral et grand défenseur de la sociothérapie, le problème est encore ailleurs. Dans le rétroscope, c'est facile de dire c'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, un monsieur ou une dame qui a déjà à plusieurs reprises passé à des actes de violence à travers des couteaux, qui fait une espèce de fétichisation du couteau ou de l'arme à feu, ça peut être important d'en discuter avec lui. Ça peut être important de constater qu'il va à plusieurs reprises voir des sites, puis ensuite d'élaborer ça avec lui. Le problème, c'est pas tant qu'il aille voir ces sites, c'est que c'est pas élaboré après. Cette femme a travaillé comme sociothérapeute pendant plusieurs années à la Pâquerette. Elle témoigne à visage caché, car les employés n'ont pas le droit de s'exprimer aujourd'hui. Mais elle confirme. Ici, on parlait de tout, mais jamais des délits. On faisait un travail qui était simple, c'est-à-dire on accompagne les détenus, on suit les réunions, les assemblées, les groupes de parole, où on parlait souvent de tout et de rien. Mais on ne parlait pas de leurs délits, on ne parlait pas de leurs besoins, de leurs problématiques de récidive, on ne parlait pas des outils à mettre en place pour les aider justement à éviter ces récidives. C'était pas du tout discuté. Lors de sa première sortie, le 3 septembre 2013, l'homme s'était déjà rendu sur les lieux avec une autre sociothérapeute. Ici, près de la maison abandonnée, dans cette forêt. Un vrai repérage. Sur Google Maps, on peut focaliser, et puis à tel point qu'on voit les maisons aussi. Et donc il m'a montré les lieux, voilà, le manège, là il y a une maison, puis il y a des maisons abandonnées. Donc, si c'est fait consciemment, c'est très vicieux, parce qu'il m'a montré là où il allait la laisser, en fait. Adeline a été retrouvée à proximité du centre équestre. Un lieu situé à 2 km à vol d'oiseau de là où il a commis ses crimes précédents. Tout est dans son dossier. Pourtant, ce manège, c'est lui qui l'a choisi, comme il a choisi Adeline. Pourquoi l'a-t-on laissé faire ? Il n'y avait pas d'étude de dossier avec mise en place d'objectifs. En fait, il n'y avait pas de méthodologie. Jamais c'est arrivé qu'on prenne un dossier, tous ensemble, et puis qu'on l'épluche. C'est jamais arrivé. Ce qu'on fait ailleurs. C'était beaucoup, il faut faire confiance, on fait confiance, on est dans le rapport humain. Il y a des côtés très positifs à ça, faire confiance. Jusqu'à quel point ? Elle est où la limite ? C'est ça le problème. On fait confiance, la limite, elle est où ? Il pouvait choisir avec qui il voulait sortir. Effectivement. Et ça vous surprend ? Je trouve que c'est un non-sens total. Il n'y avait jamais de nom, il n'y avait jamais de sanction, parce qu'il y avait toujours cette image du lapinou qui souffre, et puis qu'on devait comprendre les souffrances de ces gens. Je peux avoir de l'empathie, mais je n'ai pas de sympathie à avoir non plus. À un moment donné, je travaille pour la société, qui me mandate pour un travail qui est concret, c'est de la protéger. Et la société n'est pas un laboratoire. Les personnes avec lesquelles on va travailler dans une pâquerette, c'est pas de 12 agneaux. Je pense qu'ils avaient peut-être les yeux trop près du guidon. Manque de distance ? Absence de réelles sanctions ? Évaluation insuffisante ? Au final, des risques peut-être banalisés. Je pense qu'on les oublie, ces risques. On en est conscient si on se pose et on y réfléchit vraiment. Mais on est dans un quotidien où on ne nous donne pas cette possibilité de réfléchir. Donc, on n'a pas ce recul-là. Et on ne le prend plus au fil du temps. On est comme tout le monde, on relativise parce que ça s'est bien passé, ça fait 20 ans que ça existe. Il n'y a jamais eu de problème, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je travaille ici. Aucun souci, on s'appuie là-dessus. La notion de danger, elle n'existe plus. Pour la sortie du 12 septembre 2013, personne n'a réagi. Personne n'a perçu le danger. Peut-être parce qu'au fil des années, ces sorties accompagnées étaient devenues un but en soi. Il y avait 300, 400 sorties par an. Donc imaginez, on est 7 sociothérapeutes, il y a 300, 400 sorties. On tournait sans arrêt. Finalement,
On courait beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, avec la multiplication des sorties. On était dans l'action, en fait. Le sens de ce qu'on faisait, tout ça, ça nous échappait après. La dérive, elle était là aussi, c'est qu'on perdait le sens de ce qu'on faisait. On n'étudiait plus le dossier, on n'étudiait pas les objectifs. La priorité, c'était les sorties dans notre job. On se rendait compte de certaines choses qui dysfonctionnaient. On n'était pas complètement dupes, hein. Mais je pense qu'on n'avait pas de place pour dire des choses qui n'allaient pas. C'est la directrice qui a le dernier mot de toute façon. Et puis nous, une fois que quelqu'un a signé et que le détenu est apparemment prêt à sortir, nous, on est les exécutants. C'est nous qui partons en sortie avec eux. Donc, nous, on les accompagne parce qu'on a confiance en ce système-là et on pense que ça joue. Le meurtrier présumé a pu préparer son évasion en toute impunité, repérer les lieux, choisir qui allait l'accompagner, acheter l'arme de son crime. Il a pris en otage un système. Moi, j'avais le sentiment que, de toute façon, en tant que gardien, tout ce qui était dit était de toute façon pas entendu. C'est très frustrant quand vous dites quoi que ce soit et que vous n'êtes pas entendu. À un certain moment donné, vous évitez de dire, finalement, ce n'est pas mon problème, que celui qui est plus haut assume. Donc, vous faites juste ce que vous avez à faire, votre travail, et puis le reste, vous ne vous posez pas trop de questions. Pour beaucoup dans l'équipe, il y avait cette peur de perdre le travail. Ça, c'était quelque chose qui était clair. La directrice nous avait dit aussi, si vous portez plainte une fois contre un détenu qui vous insulte et qui vous frappe, vous êtes viré. Donc, c'était quelque chose qui était une peur, quelque part. On a un travail qui nous plaît parce qu'on y croit. On n'est peut-être pas d'accord avec la manière dont ça se passe, mais l'objectif final, on y croit et on a envie d'y croire. Envie d'y croire. Comme beaucoup de monde. Pendant 26 ans, la Pâquerette a préparé quelques 130 personnes à la réinsertion, organisé près de 7000 sorties. Cette institution pilote, visionnaire à sa création, a fait la fierté de Genève pendant des années. Finalement, tout le monde a fermé les yeux. Ce qui s'est passé montre clairement que malheureusement, les choses n'étaient plus en ordre, hein. Il eût fallu certainement que les autorités compétentes, n'est-ce pas, la psychiatrie genevoise et pourquoi pas celles et ceux qui au sein des autorités gouvernementales devaient s'en occuper, le superviser, s'y intéressent un peu plus. Mais à l'époque, il faut quand même bien se souvenir d'une chose, c'est que ça n'intéressait personne, n'est-ce pas? La délinquance, les détenus, les taulards, c'était de la racaille. Et puis finalement, s'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient d'accord de s'en occuper à notre place, on était ravis. Donc c'est facile aujourd'hui, effectivement, de tirer à boulet rouge sur les exécutants, mais c'est aussi, à mon avis, légitime que de rappeler qu'ils auraient dû être effectivement un peu mieux cadrés. Pour moi, ça fait des années que la Pâquerette était un petit navire. Et Adeline, elle travaillait sur le pont, comme tous les sociothérapeutes. Et puis il y a une tempête, et puis elle en est morte. Et où étaient les gens en cabine? Je ne sais pas. Où était la tour de contrôle? Je ne sais pas. Nous, on travaillait sur le pont, en fait. On dépendait des décisions des autres. La mort d'Adeline est bien plus qu'un fait divers. Ce drame met en cause l'État, le fonctionnement de ses rouages. Adeline est devenue le nom d'une affaire. Le 9 octobre 2013, un mois après sa mort, l'État reconnaît publiquement sa responsabilité. Moment solennel pour un mea culpa inédit. Nous sommes en présence ici d'un élément qui, institutionnellement, interpelle le fonctionnement de l'État et très clairement le Conseil d'État. Je tiens à dire que l'État a failli dans sa mission de protection de ses collaborateurs et collaboratrices. Au nom de l'État, je présente mes excuses à la famille de Madame Adeline Morel.